En avril 2012, les djihadistes d'Aqmi et d'Ansardine se servent de l'insurrection touareg pour prendre le contrôle du Nord Mali et s'emparer de la cité mythique de Tombouctou. La violence de cette occupation laisse la population sous le choc. Les djihadistes s'en prennent au patrimoine culturel et religieux de la ville. On craint le pire pour les milliers de manuscrits conservés depuis des siècles, des manuscrits qui témoignent de l'une des traditions écrites les plus riches du monde. Si jamais je pense qu'il arrive un malheur à ces manuscrits, que je les prends à cœur, je crois que je vais mourir. Il fallait sortir tous les manuscrits, tout ce qui était possible de sauver, il faut le sauver en urgence. Il faut foncer. Faisons ce que nous pouvons. Sinon, l'histoire retiendra que nous avons baissé les bras. Dans le plus grand secret, un incroyable sauvetage s'organise. Des hommes et des femmes prennent tous les risques pour sauver leur héritage culturel, l'âme de Tombouctou, ses manuscrits. C'était pas qu'un danger sur la culture malienne, c'est un danger sur la culture de l'humanité. Le sauvetage des manuscrits de Tombouctou devient un symbole pour le monde entier. Mais derrière le symbole, que représentent aujourd'hui ces manuscrits? Pourquoi l'enjeu de leur sauvegarde soulève-t-il autant de mystères, de passions et d'intérêts? Les manuscrits de Tombouctou sont au cœur des enjeux politiques, religieux et culturels du Mali d'aujourd'hui, et bien au-delà. En échappant aux djihadistes, les manuscrits de Tombouctou font ressurgir une fascinante histoire de l'Afrique. Elle prend aujourd'hui tout son sens. C'était il y a 10 siècles, dans la boucle du grand fleuve Niger. Tombouctou n'existe pas encore, il est seulement question d'une mystérieuse femme et d'une tribu touareg. C'est-à-dire que c'est des gens qui nous disaient entre le désert et le fleuve. Il y a des périodes où ils viennent vivre au bord du fleuve. Ils s'en vont, des bagages qu'ils ne peuvent pas importer, ils les laissent là. Et il y avait une vieille femme qui s'appelait Bouktou. C'est elle qui était chargée de garder ces bagages-là. Les gens, ils reviennent, la saison suivante, ils reviennent, ils retrouvent leurs bagages. La naissance de la ville, c'était comme ça. Plus tard, les routes du commerce, celles que tracent les caravanes des marchands, convergent vers Tombouctou. Le petit entrepôt de Madame Bouktou s'est transformé en cité commerciale prospère, où s'installent de grandes familles qui forment l'élite de la ville. Ces grandes familles patriciennes de Tombouctou avaient en leur sein des cohortes de grands marchands, ou de petits marchands d'ailleurs, et puis de lettrés dont certains avaient acquis un standing assez élevé. Tombouctou est devenu ainsi un peu comme une ville du Maghreb au sud du Sahara. L'histoire de Tombouctou devient celle d'un immense empire qui rayonne sur l'Afrique de l'Ouest, l'empire Sangaï. Nous sommes au XVIe siècle, la renommée de Tombouctou est à son apogée. L'islam, qui s'est propagé en suivant les routes du commerce, est devenu la religion des élites, et les lettrés sont les protégés de l'empereur. L'école de Tombouctou était respectée partout. Il y avait des grands érudits, des gens qui n'ont étudié qu'à Tombouctou et qui émerveillaient leurs collègues quand ils voyagent au Maroc ou en Orient. Ça a continué jusqu'à la fin du XVIe siècle. Le savoir se transmet à travers des milliers de manuscrits écrits en arabe qui témoignent d'une civilisation très évoluée et d'un islam ouvert à la connaissance. L'invasion marocaine à la fin du XVIe siècle sonne le glas de cet âge d'or. Tombouctou,
entre dans une période de décadence. Les manuscrits sont dispersés, cachés puis oubliés et recouverts par le sable du désert. En 1853, une caravane menée par un explorateur allemand s'approche de Tombouctou. Heinrich Barth pénètre dans la cité, c'est une première pour un homme blanc. Il entre dans la mosquée de Djimbar Héber et fait alors une extraordinaire découverte. Le Tariq es-Soudan, un manuscrit qui raconte l'âge d'or de Tombouctou. Il va être le premier historien, j'entends à la fois historien occidental et historien au sens professionnel du terme en quelque sorte, en proposant à ses lecteurs donc une première histoire de cette région. Donc à partir de là, on sait qu'il y a des manuscrits historiques à Tombouctou, qu'ils révèlent une histoire inconnue jusqu'alors, et on sait que, bien entendu, ça n'est qu'un élément dans une production plus vaste. Vous savez, toutes sortes de sujets, de la grammaire à la théologie, en passant par les droits, par la littérature, par l'histoire, par les chroniques, par la pharmacopée et même des textes scientifiques. Les manuscrits révèlent des textes d'une grande ouverture d'esprit. Traités d'émancipation des esclaves, conseils pour réussir un acte sexuel, textes sur le divorce ou encore sur les sciences ésotériques. Pour moi qui ai eu la chance d'avoir accès à leur contenu, c'est vraiment mystérieux. À travers ces manuscrits, on a vite compris à Tombouctou ce qu'on appelle aujourd'hui le système solaire. Ça, c'est à l'intérieur des manuscrits qu'on a ces connaissances et depuis le XVIe siècle. L'islam, pour nous, c'est la mère de la science. C'est toute une culture islamique qui s'est propagée à travers les manuscrits. La transmission du savoir était une priorité dans cet islam des Lumières, fondé sur le droit et la justice. L'islam que ce pays-là a toujours pratiqué, c'est un islam modéré, un islam sans violence, un islam sans extrémisme, un islam où il y a la tolérance. Voilà. Et ça, nous trouvons ça dans les manuscrits. En 2014, se rendre à Tombouctou est une mission quasi impossible pour un occidental. La ville reste sous la menace d'un retour des groupes armés, ce qui donne à ces images, tournées discrètement, une dimension toute particulière. La cité n'a pas retrouvé une vie normale et n'a rien oublié de ce qui s'est passé. En avril 2012, les djihadistes qui occupent Tombouctou se veulent les défenseurs d'un islam authentique et en appellent au djihad. Nous ne sommes pas là pour dominer les villes. Nous sommes là pour le djihad. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. La conception de l'islam en matière de guerre est la suivante. Toute guerre est interdite sauf les guerres sacrées. Et donc, la seule guerre autorisée est une guerre dans le chemin de Dieu, une guerre sacrée. Cette guerre sacrée donc prend la forme d'un djihad sous les armes, avec les armes à la main. Et quelle est la fonction du djihad? Eh bien, lorsque le besoin s'en fait sentir, pour défendre l'État musulman et éventuellement l'étendre, de lancer des opérations à droite et à gauche. À Tombouctou, rencontrer Mahaman Mahamoudou est une chance. Pendant l'occupation, il n'a pas voulu quitter la ville. Hamou, comme on l'appelle ici, est un érudit. Il poursuit inlassablement l'étude des manuscrits qu'il considère comme un vrai rempart contre l'extrémisme. Il y a des gens qui sont endoctrinés, il y a des gens qui ont étudié l'islam autrement.
ils ont commenté les versets du Coran autrement, alors ils veulent imposer cette manière-là. L'islam, dinullah yusrun. Hein? Donc il faut vraiment faciliter la tâche aux gens. Le prophète, lorsqu'il a envoyé Mu'adh, il a dit yassiru, wa la tu'assiru, bashiru, wa la tunaffiru. Yassiru, ça veut dire faciliter. Ne rendez pas les tâches difficiles. Bashiru, ça veut dire rendre les gens joyeux dans ce que vous allez leur dire. Wa la tunaffiru, ne soyez pas des gens qui sont effrayés, qui vous fuient. Tu vois? Et même Dieu a dit dans le Coran, si tu étais vraiment un homme vraiment agressif, méchant, les gens ne vont même pas se rapprocher de toi. L'image, c'est les véhicules qui se suivaient. On se dit que c'était même plus de 100 véhicules armés avec des gens, avec des drapeaux qui passaient à travers toutes les rues. Et c'est comme si la ville, tout leur appartient. Et c'était une force incroyable que je n'ai jamais vue. Les djihadistes imposent désormais leurs lois à la population. Yadak Ghali, le chef du groupe islamiste Ansardine, est l'homme fort des occupants. Avec certains camarades, on est tous partis répondre à Yadak Ghali. Je suis venu, ok, ça va, tout va bien. C'est toi le maire? Il me dit, j'ai dit ouais. Il dit, mais tu sais que tu n'es plus maire. Il dit, je ne suis pas maire, mais je suis avec ma population. Il me dit, bien. Il me dit, tu sais, à Tombouctou là, vous allez faire ce que nous, on va vous dire. C'est-à-dire appliquer la charia. Vous allez vous avoir une nouvelle méthode, un nouveau comportement, et vous allez appliquer ça à la lettre. Et que c'est compris. C'est compris, c'est compris, c'est compris. Sortez. Une femme qui sort de sa maison sans le voile, on la rentre dans sa maison, devant son mari et ses enfants, on la chicote et on la traite pour aller l'emprisonner. Les jeunes filles, on les emprisonnait pendant 1 semaine, 2 semaines, sans toilette, dans une cellule de 3 à 4 mètres carrés, sans assistance de médecin. On a vu des filles qui ont avorté. On n'a pas accepté à ce que l'infirmier les assiste. Vous voyez? Donc, vraiment, il s'est passé des choses très, très, très atroces. Les djihadistes se veulent les défenseurs de la religion, mais ils ne respecteront pas même les mosquées. Mohamed El Mokhtar Cissé possède la bibliothèque de manuscrits d'un célèbre magistrat de Tombouctou au XVIe siècle, le cadi Al-Akib. Il se souvient de la résistance d'Abderrahman Ben Sayouti, le grand imam de la mosquée de Djimbar Héber. Ils ont tenté de rentrer dans la mosquée avec leurs fusils et leurs fusils, non. Dans cette mosquée, si tu viens prier, tu déposes l'arme au dehors, tu te déchasses. Si vous ne le faites pas, ne rentrez pas dans cette mosquée. Donc, la population craint de non. On lui envoie chaque fois des gens pour lui dire, monsieur l'imam, là, vraiment, il faut accepter. Il dit, mais c'est Dieu qui m'a mis comme guide là. Si je dois être tué, c'est Dieu qui me tue. Je n'ai pas peur de ces hommes. Vraiment, on ne pensait pas que des gens qui viennent à Tombouctou, qui se disent une ville de culture, et que des gens viennent dire qu'ils vont apprendre aux gens l'islam. Les gens de Tombouctou, eux, ils se frappent la poitrine, même le plus petit enfant de Tombouctou, il a ses connaissances, il sait quelque chose. Et si ces gens viennent nous défier pour dire que tout le monde ne connaît rien et qu'ils vont nous apporter une nouvelle culture islamique, ça, on ne le comprend pas. Nous avons eu l'expérience à l'Irak, nous avons eu l'expérience en Afghanistan. Et quand notre ville, Tombouctou, a été occupée, nous nous sommes dit,
Et voilà, ce sont les mêmes personnes. Ils partagent les mêmes idéaux. Donc, restons vigilants et faisons en sorte que notre patrimoine, surtout le patrimoine écrit, que les manuscrits, soit sauvegardé. C'est notre culture, c'est notre histoire. Si nous perdons ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Comme valeur culturelle. Tombouctou n'est connu que par ses manuscrits dans le monde entier. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous avons de très important. Si vous touchez à ça, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Mieux vaut nous tuer. La religion musulmane, pratiquée par 90% de la population du Mali, est imprégnée de la rencontre entre l'islam et les traditions ancestrales africaines. À la grande mosquée de Bamako, l'esprit d'accueil et d'ouverture permet la présence d'une caméra à l'heure de la prière du vendredi. Presque tous les grands empires qui ont eu à régner sur le Mali ont eu d'une manière ou d'une autre à côtoyer l'islam, et sinon à partager certaines valeurs de l'islam. À tel point que il y a une confusion entre ce qui est patrimoine africain, malien, si je peux m'exprimer ainsi, et ce qui est l'islam souvent. Il y a certaines pratiques que les gens ne savent même pas. Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que ça fait partie de nos us ou de nos coutumes ou c'est l'islam? Le soufisme, avec sa dimension mystique, est un courant de l'islam qui, en Afrique, s'est étroitement mêlé aux croyances ancestrales. Son influence est très présente au Mali, et c'est précisément ce courant que les djihadistes veulent éradiquer. Dans cette déviation de l'islam que représente pour eux le soufisme, notamment sa variante confrérique, le soufisme, ça peut être une démarche mystique très individuelle ou en petit groupe, mais ça a donné naissance à de grandes organisations qu'on appelle les confréries, avec une famille sainte à la tête, qui est réputée détenir une baraka, une bénédiction divine particulière, qui, elle, est réputée protéger ses fidèles. Bon. Donc c'est un système. Et ce système-là, qui établit des intermédiaires entre le simple fidèle et Dieu, est un système qui est jugé hérétique, qui est jugé insupportable par les islamistes pur sucre. En détruisant les monuments soufistes comme les mausolées des saints, les djihadistes s'en prennent à la culture islamique qui a fait l'histoire de Tombouctou. Les statuettes, considérées comme des superstitions, sont également proscrites. Le manuscrit aussi a été menacé, parce que ça c'est encore plus dangereux que les monuments. Parce que les manuscrits, ça peut circuler, ça véhicule une idéologie. C'est à partir de là que nous avons commencé à déplacer les manuscrits de leur dépôt habituel. Dans les bibliothèques de Tombouctou s'organise très discrètement un immense déménagement. Parce que les manuscrits étaient installés dans une grande salle, dans des armoires en bois. Donc on les a tous descendus, on les a mis dans des caisses, dans des malles, pour commencer à les disperser encore, pour qu'ils ne viennent pas les trouver. Donc on a un certain nombre de cantines qui peuvent être transportées sans être vues. Donc c'est comme ça que après chaque dîner, on s'organise en petite bande là pour transporter d'un quartier à un autre quartier ou d'une maison à une autre maison. L'étau se resserre. La décision est prise d'exfiltrer hors de la ville les manuscrits de l'Institut public Ahmed Baba et ceux de la bibliothèque Mama Haïdara. Il faut faire sortir les manuscrits. Mais comment il faut les faire sortir? Parce que c'est serré. Il y a tellement de contrôle, c'est pas facile à faire sortir. On a pris un risque énorme. On était sûr que dès qu'il y a une petite fuite, c'est fini.
la réflexion dit au début de ne pas communiquer sur les manuscrits, de ne rien dire publiquement. Ils nous soient appelés. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour je dis, vous ne faites rien pour le moment. Il faut garder silence. Nous avons choisi à ce moment-là de continuer de jouer la discrétion afin de protéger cette courageuse et admirable initiative de la part d'hommes et de femmes issus de Tombouctou qui avaient décidé qu'ils ne laisseraient pas leurs manuscrits tomber aux mains de ces occupants. En août 2012, l'exfiltration commence. Elle durera 6 mois. Dans le plus grand secret, l'inestimable patrimoine des manuscrits de Tombouctou pénètre dans les rues encombrées d'un Bamako nocturne. Pendant ce temps, dans la capitale malienne, des dissensions apparaissent au sein de la communauté musulmane sur l'islam qui est imposé au nord du pays. Le wahhabisme venu d'Arabie saoudite, qui s'attache au sens littéral du texte originel, le Coran, est mis en accusation par une partie des musulmans. Dans le quartier populaire de Bankoni, se dresse la mosquée et la résidence du célèbre prédicateur, Chérif Ousmane Madani Haïdara. L'imam, très influent au Mali, a fondé son propre mouvement religieux et revendique aujourd'hui plus de 2,5 millions de membres. De nouvelles pratiques sont revendiquées par un groupe appelé les Wahhabites. Ils sont minoritaires et ne représentent que 10% des musulmans du Mali. Ils ne sont donc pas assez nombreux pour s'imposer. C'est lorsque les djihadistes sont arrivés qu'ils ont montré leur vrai visage. Ils ont fait des prêches dans les mosquées en demandant aux jeunes de se rallier aux djihadistes qui sont pour eux les vrais musulmans. C'est là que nous sommes intervenus par des déclarations à la télé et à la radio en dénonçant leurs méthodes, la destruction des mausolées, couper des mains et des pieds, ce qui est tout sauf l'islam. C'est là que nous avons reçu des menaces de mort, menaces avec lesquelles je vis jusqu'à présent. Tous les musulmans ne partagent pas cette mise en accusation du wahhabisme, mais une grande majorité dénonce haut et fort ce que les djihadistes ont commis au nom de l'islam. Venir conquérir un pays, des villes islamisées. Comment l'islam qualifie ces actes-là? L'acte qu'ils ont posé, l'islam le qualifie d'une agression armée, l'islam le qualifie du banditisme de grand chemin, l'islam le qualifie de brigandage. Donc, c'est la fitna. C'est ça le terme que la charia emploie. La fitna signifie la corruption sur la terre. La corruption, ce n'est pas seulement au sens économique du terme, mais ça va au-delà de ce sens économique. Le Haut Conseil islamique, qui regroupe en son sein les différents courants et mouvements de l'islam au Mali, se veut avant tout rassurant. Moi, je l'ai dit et je le redis. La religion musulmane, de notre entendement, des versets qui sont révélés, est une grâce divine. Cette grâce divine pour l'humanité. Mais cette grâce divine ne peut pas se transformer en une menace mondiale pour l'humanité. Je ne crois pas. Je ne crois pas en cela. Mais le comportement des gens, leur interprétation, leur façon de faire, peut faire en sorte qu'aujourd'hui, cette religion soit vue comme une crainte ou une menace pour le reste du monde, alors que ça ne doit pas l'être, en réalité. En janvier 2013, les djihadistes lancent une nouvelle offensive. Bamako, la capitale malienne, est menacée. À la demande du gouvernement malien, la France lance l'opération Serval pour stopper l'avancée des djihadistes et mettre fin à l'occupation au nord du Mali. L'opération d'exfiltration des manuscrits se poursuit. En janvier, ils ont voulu franchir la ligne rouge, que l'armée française et l'armée malienne ont intervenu. Et là, nous avons dû laisser la route et pour aller avec les voies fluviales. Les manuscrits se sont échappés par le fleuve Niger.
Bien sûr, il y avait des risques, mais entre le mal et le pire, il faut en choisir. Donc nous avons tout fait pour être prudents parce que le contact du papier avec de l'eau aussi, il y avait des risques, mais Dieu merci, les manuscrits ils sont à Bamako, ils sont intacts et en sécurité. C'est comme ça que les choses se sont passées. Tombouctou est libéré par les forces maliennes et françaises le 27 janvier 2013. Avant leur fuite, les djihadistes saccagent l'Institut Ahmed Baba et mettent en scène un autodafé des derniers manuscrits restés sur place. À leur départ, on a essayé de voir les feux brûlés, les autres, là, non, c'était pas des manuscrits. C'était les couvertures, là, comme par exemple ici, là. Voilà, ça, là. Donc, nous, ça, c'est les coques, là, et autres, là. Donc, ce sont des choses, là, quoi. C'est pas de contenu. Ce sont des choses comme ça, là, qui ont été brûlées. Hein? Ça, là, nous, on n'en a pas besoin. Donc, ce sont des choses comme ça, là, qui sont entachées, fait semblant de dire, oui, nous avons pris 3000 manuscrits et nous avons brûlé. Non. Ils ont volé, ils se sont enrichis avec ça. Et peut-être il y en a qui conservent aussi chez eux. L'autodafé à l'Institut Ahmed Baba n'aurait pas été uniquement symbolique, mais plutôt un simulacre permettant aux djihadistes de tirer profit de la revente des manuscrits. D'après l'Institut Ahmed Baba, 4203 manuscrits auraient ainsi disparu. Abdel Wahab Sibawi Ould Abdelbaki vit au Sahara occidental. Issu d'une grande tribu marocaine possédant une riche collection de manuscrits, il consacre sa vie à enrichir ce patrimoine. Abdel Wahab rencontre pour cela les plus hauts dignitaires religieux du monde musulman, mais aussi des vendeurs de manuscrits sur le marché noir. Quelle que soit la distance, quel que soit le lieu où je dois aller, l'important pour moi, c'est que je puisse sauver les manuscrits, au moins de l'oubli, du vol et des pillards. Le dernier voyage d'Abdel Wahab l'a conduit dans un camp de réfugiés en Mauritanie, où de nombreuses familles du Nord Mali ont trouvé refuge et vendent leurs manuscrits. Je ne peux pas dire qu'il y a une très grande quantité, mais je trouve des manuscrits très importants qui sont écrits depuis 8 siècles, 7 siècles, 6 siècles. La guerre déclarée au Mali, c'est une guerre déclarée aux manuscrits, aux cultures. Abdel Wahab a fait l'acquisition d'une 50aine de manuscrits dans ce camp de réfugiés. Des poésies de grands soufistes de Tombouctou, ou encore un manuscrit rare sur les règles du commerce selon l'islam, qu'il a acheté 9 000 €. Ironie de l'histoire, c'est à Tolède, en Espagne, que nous conduisent les manuscrits de Tombouctou. Tolède, qui permit aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans de vivre ensemble jusqu'à l'Inquisition au XVe siècle. Ismaël Diadé Haïdara, qui détient la bibliothèque Fondo Kati, a fui Tombouctou et a trouvé refuge dans cette ville où vécut autrefois sa famille musulmane avant d'en être chassé par les chrétiens. C'est le fanatisme qui a obligé ma famille à quitter Tolède. Et c'est le fanatisme qui m'a obligé à quitter Tombouctou. L'homme est incurable. Les manuscrits de la bibliothèque d'Ismaël Diadé Haïdara sont encore secrètement cachés à Tombouctou. Il saura les réunir lorsque le moment sera venu, mais pour lui, l'essentiel n'est pas là. Il y a eu d'abord une sorte de mythification de ces manuscrits, de regard romantique sur ces manuscrits. Tombouctou, la ville des bibliothèques, la ville des saints, tout cela c'est bien. Mais je crois que cet écran de fumée, il faut l'écarter. Il faut aller tout droit sur les manuscrits, voir le contenu de ces manuscrits, dire ce qu'apportent ces manuscrits réellement. Mais l'histoire en Afrique a longtemps été perçue comme avant tout orale.
pas seulement par les Occidentaux, mais par les Africains eux-mêmes. Les griots ont perpétué cette puissante tradition et continuent aujourd'hui à en être les garants. On a beaucoup mis l'accent sur l'aspect oralité, nègre et oralité. Mais les manuscrits ont changé ce regard élémentaire qu'on avait sur l'Afrique. Ils ont montré qu'en Afrique aussi on avait des manuscrits, il y avait des écrivains, il y avait un monde de production littéraire, mais gardé dans des coffres. Il faudra attendre la période coloniale pour que certains manuscrits soient emportés en métropole et rejoignent la Bibliothèque nationale de France. Le patrimoine écrit venant d'Afrique ressurgit. Il est désormais lié à l'histoire française, mais il intéresse peu les chercheurs. Les arabisants s'intéressent au Maghreb et au Proche-Orient. L'Afrique au sud du Sahara, pour eux, c'est la brousse. C'est... oui, il y a des musulmans, oui, il y a peut-être des livres en arabe, mais c'est vraiment des petites choses par rapport à la grande production noble qui est celle du Maghreb et du Proche-Orient. Les spécialistes d'études africaines ne s'intéressaient pas à l'arabe parce qu'ils considéraient que ça, c'était une sorte d'invasion culturelle venue du Nord et que ça n'était, comment dire, ça contaminait l'Afrique authentique. Donc il y a eu un grand trou noir, en effet. C'est à partir de l'indépendance du Mali en 1960 que les manuscrits commencent à sortir des coffres. Des bibliothèques sont créées. L'UNESCO et des partenaires internationaux soutiennent le travail de collecte des manuscrits. Des chercheurs comme l'américain John Unwik font un colossal travail d'inventaire. Mais ces textes anciens, écrits en arabe, appartiennent à un passé que le Mali doit se réapproprier. Quelle place occupe ce patrimoine écrit dans la société malienne d'aujourd'hui? Du côté de l'enseignement supérieur qui doit permettre aux nouvelles générations d'accéder à cette histoire, la langue arabe trouve difficilement sa place aux côtés du français, la langue officielle. À l'Université des Lettres et Sciences Humaines à Bamako, on enseigne la langue arabe, mais les manuscrits restent un patrimoine perçu comme inaccessible. Moi, je suis un jeune diplômé maintenant arabophone. Mais au sein de l'administration, quand je parle, je dis arabophone seulement, on me regarde autrement. J'ai pratiqué arabe ici comme les autres langues. Il y a des Chinois ici, il y a des Allemands, mais on voit les arabophones comme les islamistes. L'État doit faire vraiment en sorte que cette philosophie, vraiment, bien sûr. Moi, j'aimerais aujourd'hui vraiment tirer le profit de ces manuscrits. Mais comment? Ces livres-là sont détenus par les gouvernements. Et les gouvernements, vraiment, ne donnent pas. Ils gardent ces choses comme des choses magiques, alors qu'on a besoin de contenu de ces choses. Il n'y a pas une politique de la part de l'État, d'abord, de la part de l'État pour valoriser ce manuscrit. Ça devient un objet de tourisme. Les gens vont seulement aller voir Tombouctou. Voilà. Vraiment, en réalité, c'est ça. Au petit village de Gondsolo, à 3 heures de Bamako, l'école coranique où l'on enseigne l'arabe coexiste très bien avec l'école publique et laïque en langue française. Alassane Kounta enseigne lui les mathématiques. Il est arrivé ici après avoir fui son village de la région de Tombouctou durant l'occupation par les djihadistes. Dans 26, il va combien de fois? 5. Donc il va 5 fois. Voilà, très bien. Ils sont venus, notre lycée même, ils ont demandé aux jeunes, si vous voulez prendre les ordinateurs ou autres là, nous allons brûler les lycées. Il y a certaines choses, moi je ne peux pas l'accepter. Ils sont en train de fouilleter les sœurs. Quand on fouillette une sœur là, c'est comme si on est en train de te poignarder. Si tu peux faire quelque chose, tu vas réagir. La corruption a gangréné le pays. Et c'est dû à la corruption que le Mali même est comme ça aujourd'hui. Les djihadistes sont rentrés, la façon dont ils sont rentrés, c'est parce que les chefs étaient corrompus. Ils n'ont pas voulu faire ce qu'ils doivent faire.
Et ils se sont tenus secrets vis-à-vis de la population du Mali. C'est eux qui ont créé ça. La panique, la peur, le mal qui nous est eu, c'est nos dirigeants corrompus qui ont causé ça. Et si ce n'est la France, je te dis que j'allais mourir. Parce que moi, ma femme, tu ne vas pas la toucher, je te tue et tu me tues. C'est là, moi. Ok. C'est pas parce que j'aime trop ma femme, mais c'est la réalité, quoi. Le Mali se doit d'apporter une réponse aux problèmes qui ont mené le pays à la grave crise de 2012. La corruption, la mauvaise gouvernance et les conflits étaient déjà des thèmes de prédilection dans les manuscrits. Chaque samedi, Mahmoud Zouber et Abdoulaye Baradzi, chefs du département arabe de l'université de Bamako, travaillent à l'étude critique et à la traduction d'un manuscrit. Son frère. Bon, mais on a pris la traduction, donc on s'en tient à ça. Intitulé « Conseil éclairant pour montrer la vilainie du conflit entre les croyants », ce manuscrit en vers visait à régler certains problèmes d'ordre religieux et politique dont souffrait déjà la région au XVIIIe siècle. Chargé, c'est ça. Ces deux documents, vraiment mis en valeur, seraient vraiment des guides importants pour régler tous les problèmes qui ont provoqué la crise du Nord, là. Parce qu'ils ne traitent que de ça. Aujourd'hui, nous souffrons d'une chose, c'est qu'il n'y a plus de repères. Au nord du Mali, il n'y a plus de repères. Ni repères spirituels, ni repères temporels, il n'y en a pas. Il y a que le seul repère aujourd'hui, c'est l'argent. Malheureusement. Aujourd'hui, on parle de la réconciliation. On parle des règlements de la crise qu'on vient de connaître. Et dans le temps, il y avait des crises. Toutes ces crises étaient réglées conformément aux mécanismes prévus par la charia en matière de règlement des conflits. Des mécanismes pacifiques et des mécanismes de force, c'est-à-dire le recours à la force armée. C'est prévu par l'islam. Et les conflits étaient réglés à travers ces mécanismes. Ces mécanismes n'ont rien de différence avec les mécanismes prévus par le droit international contemporain. Absolument rien. Dans les manuscrits, tant que tu les lis, tu les regardes, tu les consultes attentivement, tu découvres quelque chose. Ça, c'est indéniable, c'est incroyable ça. Et tu vas te sentir vraiment à l'aise parce que tout ce que tu vois dans le monde, ça ne t'étonne pas. Ça ne t'étonne jamais. Tu sais que ça, je l'ai lu quelque part. Ça, je l'avais vu quelque part. La sauvegarde des manuscrits de Tombouctou est devenue une cause mondiale, mais aussi une affaire d'argent. En juin 2014, c'est à Berlin, dans le pays d'Heinrich Barth, figure incontournable de l'histoire des manuscrits, que se retrouvent les partenaires maliens et internationaux pour définir les priorités. La conférence, organisée à l'initiative du ministère des Affaires étrangères allemand et la fondation Gerda Henkel, doit aborder la question des financements, mais aussi de la bonne gestion des fonds. Nous avons à présupposer mutuellement que nous sommes responsables. Quant au financement de la préservation de ces manuscrits, de 2013 à nos jours, nous avons pu mobiliser un peu plus de 3 millions de dollars pour la première phase qui doit s'achever en 2015. 3 autres millions doivent être mobilisés rapidement pour cette première phase.
il aura fallu attendre les événements tragiques de 2012 pour que la sauvegarde des manuscrits apparaisse comme une priorité. Pourtant, depuis plusieurs années, d'importants financements ont été consacrés à la sauvegarde des manuscrits. Mais les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur. Des milliers de manuscrits restent conservés dans les cantines. Je dois avouer que le résultat n'était pas très satisfaisant. Il y a eu la bonne volonté de numériser les manuscrits, d'apporter cette possibilité, mais maintenant il faut coordonner. Et je crois que c'est le rôle de l'UNESCO. Et c'est ce que l'UNESCO, à travers son plan d'action pour la sauvegarde des manuscrits et la réhabilitation du patrimoine, est en train de faire. L'Institut Ahmed Baba attend de retrouver sa fonction initiale, la conservation des manuscrits, l'accès aux chercheurs et leur formation. Mais c'est aussi l'heure du bilan et des constats. Pendant 40 ans d'existence de l'Institut, on est à ce niveau. Auquel livre édité? Auquel livre? Les 285 000 manuscrits qui ont été exfiltrés restent pour le moment à Bamako, répartis dans quelques maisons financées par des bailleurs de fonds. Bon, déjà, il y a un résultat, c'est que ces manuscrits existent encore. Mais vous avez raison qu'il y a beaucoup d'acteurs et tout le monde veut faire du bien, mais ce n'est pas forcément toujours bien coordonné. Donc maintenant qu'on est sorti de la phase d'urgence et qu'on est dans la phase à mi-terme et à long terme, jusqu'au retour un jour des manuscrits sur Tombouctou, il faut vraiment mettre l'accent sur la cohérence, sur la qualité des actions qu'on fait. C'est pourquoi la Suisse a choisi de contribuer en fait 1 million de francs suisses à UNESCO pour le patrimoine culturel, notamment à Tombouctou. La priorité pour nous, c'est de former ou de renforcer la formation des acteurs responsables sur place de ce patrimoine. La numérisation est un élément clé d'une politique au XXIe siècle, mais elle n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que la conservation physique quand même d'un tel patrimoine demeure essentielle. Seulement 5% des manuscrits ont été jusqu'à maintenant exploités scientifiquement. L'essentiel du contenu des manuscrits de Tombouctou reste encore à traduire et à étudier. Ils sont en principe d'accord avec le principe d'accès et l'importance d'exploitation scientifique. Mais pour le moment, les manuscrits ne sont pas accessibles. Ceux qui sont à Bamako, bien sûr, ils ne sont pas du tout accessibles. Et j'imagine que ça va rester un peu longtemps comme ça. Pour le moment, c'est comme une mine d'or. Le fleuve Niger sur lequel ont transité les manuscrits ne conduit plus aucun touriste à Tombouctou. Les manuscrits pourront-ils revenir un jour dans leur lieu d'origine? L'enjeu est tout à la fois historique et culturel, mais aussi économique et politique. Du côté de Tombouctou, on veut y croire. J'ai un certain nombre de partenaires qui sont prêts à m'aider, comme nous avons une ONG qui s'appelle Savama. Donc, on travaille avec Savama, qui a décidé de venir cataloguer, peut-être maximum dans 30 jours, ils viendront travailler avec moi ici, cataloguer ces manuscrits en arabe, en français et en anglais. Comme ça, quand vous viendrez seulement, nous vous tendons un exemplaire, vous allez pour savoir en anglais, là, il y a tel document ici, tel autre document. C'est extraordinaire. Donc, nous ferons cela et nous allons lancer ça sur le net pour la recherche future. Là. Parce que ça, là, c'est pour moi aujourd'hui. Mais demain, quand je serai, c'est pour le reste du pays, c'est pour l'humanité. Alors que les menaces djihadistes se font à nouveau entendre, la ville veut tenir en affirmant son identité, sa liberté.
Personne n'a oublié ce qui s'est passé ici, à commencer par les femmes. Mais elles n'ont rien cédé. Leur force et leur fierté sont intactes. Un message pour les djihadistes. Du côté de Bamako, le climat humide de la saison des pluies augmente les risques de détérioration des manuscrits. Mais la question de leur retour à Tombouctou fait polémique. Notre siège, c'est Tombouctou. Les manuscrits, c'est Tombouctou. C'est l'âme de Tombouctou, c'est l'apparence de Tombouctou, c'est l'économie, une partie de l'économie de Tombouctou. Pour moi, les manuscrits doivent être là où ils sont en sécurité. À Tombouctou ou ailleurs? À Tombouctou ou ailleurs. À Tombouctou ou à Bamako ou à Paris. Si un manuscrit est plus en sécurité à la Bibliothèque nationale de Paris qu'à Bamako, je préfère avoir mon manuscrit à la Bibliothèque nationale de Paris. On ne peut pas. C'est un patrimoine. On ne peut pas se hasarder avec ça. Il faut faire extrêmement attention. Maintenant, il y a des tiraillements. Il y a des gens qui crient il faut que les manuscrits retournent parce que c'est l'âme de Tombouctou. D'accord, c'est vrai, je suis d'accord. Mais il y a des dangers aussi qui guettent les manuscrits. Et ceux qui crient, disent tout ça, ils ne savent même pas dans quelles conditions ces manuscrits ont été sauvés. Aussi longtemps que la situation paraît précaire ou fragile dans le nord du Mali, je crois qu'il n'est pas déraisonnable que ces manuscrits restent un certain temps à Bamako. Maintenant, il est vrai qu'ils sont le cœur de l'esprit, si je puis dire, ou de l'âme de Tombouctou. Ils ont été à Tombouctou pendant des siècles. Ils y sont encore, ou ils y étaient encore il y a peu. C'est malgré tout leur destination finale, assez logiquement. L'organisation Savama DCI que dirige Abdelkader Haïdara a commencé le long travail de numérisation. Les manuscrits qui ont trouvé refuge à Bamako pourront ainsi être numérisés et commencera peut-être une nouvelle vie pour ce patrimoine resté si longtemps inaccessible. La numérisation a l'avantage par rapport aux techniques anciennes, notamment au microfilm, de permettre d'avoir une qualité de reproduction qui maintenant est tout à fait remarquable. Donc ce patrimoine qui était très jalousement conservé, potentiellement, va pouvoir devenir accessible. Leur valeur patrimoniale, scientifique et culturelle dépend de l'exploitation qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'on les lise, qu'on les publie, qu'on cesse d'en parler sans savoir ce qu'il y a dedans. Il faut que ça sorte des milieux d'initiés, mais que le vaste public y ait accès, comme nous avons accès à des textes du Moyen-Âge ou de l'époque classique, à La Fontaine ou tout ce qu'on voudra, qu'on aille trouver La Fontaine dans ses fonds. Mais pour ça, il faut les lire, il faut les traduire. C'est ça qui manque. Des livres pour transmettre du savoir, pour lutter contre l'ignorance. C'est ce message légué par les manuscrits qu'il faut aujourd'hui défendre. Priver les djihadistes de leur justification idéologique passe par l'éducation et la culture. Mais aujourd'hui, dans un Mali où 3 habitants sur 5 ont moins de 25 ans, quelles sont les chances d'accéder aux livres? Aminata les a découverts dans une petite librairie de quartier à Bamako, la librairie Le Savoir. Les livres, c'est la connaissance, c'est la base de tout. Tout se trouve dans les livres, absolument tout. Mon premier roman, quand je le lis, je faisais encore la 7e année. C'est mon professeur français qui me l'a donné. Là, il voyait que je lisais bien quand nous faisions des lectures partielles. Et il m'a dit, peut-être que tu pourrais lire un roman, Aminata. Tu peux le faire, je dis, avant moi, lire un roman, ce que je comprendrais. Il dit, non, tu comprendras très bien. Et donc, il m'a donné le roman de Seydou Badian, Sous l'orage. Et c'est comme ça que ça a commencé, la lecture pour moi. La tête.
constaté n'a pas aidé pour... À la découverte des mots. C'est ainsi qu'Aminata et quelques amis ont appelé le centre qu'ils ont créé pour que les enfants du quartier en difficulté scolaire puissent avoir une chance de lire et d'écrire. Il y a T devant, donc tu lis ta, ta. Le but même du centre, c'est la lecture pour tous. Il faudrait qu'ils apprennent à savoir que par les pages, entre les pages des livres, ils peuvent apprendre beaucoup plus qu'à l'école. On est en train de faire entendre notre voix parce que l'air n'est plus aux reproches. On se plaint chaque fois, l'éducation malienne, ça va pas, il n'y a pas les moyens. Mais par ce centre, on dit, excusez-moi du terme, merde. Si ça ne le fait pas, nous les jeunes, on va créer quelque chose pour venir en aide aux enfants, les futurs cadres de demain. Comme on le dit, tout peut partir un jour. Mais ce que tu as dans la tête, ça reste. Ça reste. On ne peut pas te l'enlever. Au Mali, comme en Afghanistan, en Irak, en Syrie ou au Nigeria, les extrémistes de l'islam s'en prennent à la culture, à l'école, au savoir, et imposent l'obscurantisme et la barbarie. Moi, je dirais que ce sont des gens qui n'avaient qu'un seul but, c'était de détruire la connaissance. Je dirais même qu'ils voulaient que nous retournions dans l'ombre. Voilà, plus de lumière, parce que sans les livres, il n'y a pas de connaissance, et sans connaissance, il n'y a pas de lumière.